La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse tout de suite pour ce mardi 16 avril 2013. Nous allons commencer avec l'Express Madagascar qui nous met en titre médiation, confusion autour du conclave du FFKM. Et justement ce sera le sujet de notre lecture de presse qui nous dit que la consultation initiée par le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar prévue pour le 18 avril est le rendez-vous phare de la classe politique cette semaine. Nous éclaire ici l'Express de Madagascar. Une partie de la classe politique malgache souhaite profiter de la consultation avec le FFKM pour faire valoir son idée de sortie de crise. Elle semble en effet saisir l'opportunité pour renégocier d'autres alternatives à la sortie de crise actuelle, notamment la feuille de route et les élections. Toutefois, le FFKM martèle que la réunion n'a pour but que la réconciliation. Didier Ratyr, ancien président exilé en France, dont le retour est prévu dans la matinée du 18 avril, expressément justement pour participer à la rencontre du FFKM, a d'ores et déjà affirmé, et je cite, avoir 2 ou 3 solutions pour la sortie de crise. Fin de citation. Les spéculations laisse également entrevoir la probabilité que cette réunion accouche d'une résolution pour une nouvelle transition. 180 partis politiques et autres forces vives de la nation participeront en principe, nous dit l'Express de Madagascar, à la consultation initiée par le FFKM, et il n'est nullement question d'un report des élections dans le processus de réconciliation du FFKM, a d'ailleurs souligné le pasteur Jean-Michel Mia, secrétaire général de l'entité chrétienne. Il a expliqué que le FFKM ne prévoit pas de toucher au processus en cours. Seule la réconciliation prime pour le FFKM, a-t-il précisé, en prévenant dès lors que ce sera une longue procédure indépendante de toute échéance et calcul politique. Des déclarations assez rassurantes pour les politiciens qui émettent des réserves sur cette consultation, nous fait savoir l'Express de Madagascar. Midi, Madagascar, élection présidentielle. Sahara n'est pas contre la candidature de Lalo. Voilà ici le titre mis à la une. Mais voyons plutôt aussi du côté des membres du comité de suivi qui nous dit intense débat sur les articles 20 et 45 de la feuille de route. Ainsi donc, les membres du comité de suivi CSC, comme on le dit, et de la mise en œuvre de la feuille de route, et les partis signataires de la feuille de route se sont réunis, c'était hier. Et lors de cette rencontre, nous relate ici Midi Madagascar, d'intenses débats ont porté sur les articles 20 et 45 de la dite feuille de route. L'article 20 de la feuille de route stipule que la haute autorité de la transition devra permettre à tous les citoyens malgaches en exil pour des raisons politiques de rentrer au pays, y compris Marc Ravalman. Tandis que la note explicative édicte que le terme sans condition s'applique à la notion de rentrer à Madagascar pour tous les citoyens malgaches en exil pour des raisons politiques. Cela implique qu'aucune mesure administrative et politique ne devra être appliquée pour restreindre ou empêcher leur liberté de rentrer au pays. Ainsi, sans condition ne suggère et n'implique pas pour les citoyens malgaches rapatrier une exonération de poursuites judiciaires ou pour des crimes allégués. La SADC nous dit encore ici, cet article de Midi Madagascar n'a pas le pouvoir de s'ingérer ou d'annuler quelques condamnations par le tribunal national de tout État membre. Toujours est-il que les 2 articles submentionnés constituent la pomme de discorde entre les tenants du pouvoir et la mouvance Ravalman. Notons, nous dit ici Midi Madagascar, que la mouvance Ravalman n'a pas assisté à cette rencontre au CCI d'Ivat, étant donné que les dirigeants de cette entité ont fait le déplacement en Afrique du Sud pour discuter notamment de la prochaine élection présidentielle. La Gazette de la Grande Île, candidate à la présidentielle, alors Ravalman a bluffé tout le monde, c'est le titre ici mis à la une. Mais voyons plutôt du côté économie, car la Gazette de la Grande Île nous dit création d'entreprises formelles, la chute libre sur toute la ligne. En chiffres, moins de 10,4% entre 2011 et 2012, eh bien c'est le recul en matière de création d'établissements formels enregistré par l'Instat dans le dernier tableau de bord économique. Une telle situation dénote alors l'horizon lointain de la relance économique. Les investisseurs, tout comme les porteurs de projets, préfèrent le stand-by face à un paysage politique flou et qui ne laisse pas entrevoir une certaine visibilité. Les investisseurs attendent que la situation se décante. C'est pourquoi la création de sociétés anonymes a reculé de moins 44,4% sur la période étudiée. Et c'est la régression la plus marquée, alors que ces sociétés sont en général de taille respectable et créent donc de nouveaux emplois. Elles contribuent ainsi à résorber le chômage, ou plutôt le sous-emploi, ou l'emploi inadéquat, des problèmes qui affectent de nombreux travailleurs. Mais en 2012, nous explique encore ici en détail la Gazette de la Grande Île, seules 20 sociétés anonymes ont été créées, contre 36 en 2011. Par contre, la création de sociétés anonymes à responsabilité limitée, SARL, est la seule à afficher une croissance positive, soit plus de 0,7%. Elles sont passées de 1337 en 2011 à 1347 en 2012. Et pour la province d'Antananarivo, en illustration toujours donnée par la Gazette de la Grande Île, le recul est en revanche très important pour la création d'établissements formels, toutes catégories confondues. Il frôle les moins 16%,
toujours entre 2011 et 2012. Alors qu'il est à rappeler que la capitale à elle seule produit plus de la moitié du PIB du pays et qu'elle compte la plus grande zone industrielle au niveau national. Le recul dans la création d'entreprises formelles est donc un mauvais signe quant à la création de richesses. À vrai dire, nous confie ici la Gazette de la Grande Île, de nombreux secteurs vivotent. La croissance de l'agro-industrie en 2011 a été de moins de 18,4% selon le dernier tableau de bord économique, contre moins 14% pour l'auxiliaire de transport. Et puis, seuls quelques secteurs affichent une bonne croissance, plus de 10,8% pour les assurances, plus 7,5% pour l'industrie alimentaire et plus 4,4% pour les matériaux de construction. Tout cela nous mène à dire qu'il faut aussi remarquer que le nombre d'entreprises individuelles nouvellement créées dégringole et moins 14,5% quand même, c'est significatif. Ce type d'entreprise est d'ailleurs le plus prisé par les opérateurs dont les activités sont de petite ou de moyenne taille. Et il y a aussi les professionnels des secteurs comme l'artisanat, le commerce de détail, l'élevage, etc. Or, ce qu'on nous fait savoir aussi qu'il arrive qu'une micro-entreprise démarre avec un fonds de 200 milliards, au moins, soit un montant égal ou inférieur à celui exigé par le fisc au démarrage. Et ne parlons plus, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, du système bancaire où les micro-entreprises n'ont pas leur place. La microfinance existe, mais le taux d'intérêt est souvent trop élevé pour développer correctement une entreprise, une activité, surtout en cette période de crise. Voilà, le fisc exige donc une provision qui peut représenter plus de 80 fois le revenu d'une personne vivant en dessous du seuil de la pauvreté. Courrier de Madagascar, Vat Cristal Tatatani Bunglava, Tolavanti Yatswati, réunion du FFKM, un aventurisme qui peut coûter cher. Voilà les deux titres mis à la une par le journal Courrier de Madagascar. Mais voyons plutôt ici un des sujets qui mérite aussi d'être partagé, c'est la lutte contre le travail domestique, car sachons que 220 enfants bénéficieront donc d'une formation. D'ailleurs, c'est le titre donné ici par Courrier de Madagascar. La lutte contre le travail des enfants est une lutte acharnée actuellement dans notre pays, puisque nombreux sont les enfants qui en sont victimes. Afin de les aider, eh bien, comme il était spécifié dans le titre, 2 enfants, c'est-à-dire garçons et filles de 15 à 17 ans, exposés au travail domestique ont été identifiés et vont bénéficier durant au moins 5 mois d'une formation professionnelle et qualifiante à l'issue de laquelle ils seront accompagnés par les agences d'exécution dans la recherche des emplois décents. Et on nous fait savoir donc à travers cet article de Courrier de Madagascar que, et d'après aussi les informations reçues auprès de l'OIT, Organisation internationale du travail, ces enfants sont issus de différentes ONG, donc 80 enfants du SOS Village d'enfants, centre de jour à Mazorive Nord, Antirabé 50 enfants de l'association Akan Fanatenan, école au Petit Éden, Fuktan et Yadzak, commune urbaine d'Ambouche, et 90 enfants de Sarbid dans la commune rurale d'Andina, c'est-à-dire à 17 km à l'ouest d'Ambouchta. Et puis donc des cérémonies de signature et de lancement de contrats de service avec ces ONG vont être organisées très bientôt. Et à noter aussi, nous dit ici cet article de Courrier de Madagascar, que Madagascar est tenu de respecter la déclaration de l'OIT adoptée en juin 1998, relative donc aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, ainsi que de promouvoir et de réaliser au niveau national les 4 principes suivants, à savoir donc la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de la profession. Voilà sur ce sujet. Le journal, les nouvelles, consultation de la SADC, aucune retouche, du calendrier électoral, c'est le titre ici, mis à la une. Mais un autre sujet ici nous intéresse en ce qui concerne le secteur minier africain, un fonds pour aider les négociations malgaches, voilà ici en page 15 du journal Les Nouvelles, qui nous dit que la Banque mondiale, avec la collaboration de la France, mettra en place un fonds destiné à engager des avocats spécialisés dans le domaine de la négociation afin d'aider le pays à plaider ses intérêts dans les négociations avec les compagnies minières ou pétrolières et atteindre une meilleure répartition de ces richesses. L'objectif étant que cette richesse atteigne la population, notamment dans les prochains contrats que le pays aura à conclure. Et puis on nous dit aussi donc à travers la visioconférence en provenance de Washington avec la presse malgache, c'était à nous aussi, que cette déclaration émanait d'un expert de la Banque mondiale
mondiale. La réalité nous enchaîne encore le journal Les Nouvelles. Dans certains pays africains, les compagnies minières ou pétrolières règlent leurs dû directement à l'État sans que la population soit impliquée. Et d'après les explications émanant des experts, il faut établir une loi sur les revenus, comme c'est d'ailleurs le cas au Ghana, et qui porte sur la manière dont l'État rend compte des dépenses qu'il effectue. L'objectif est surtout d'arriver à une répartition équitable des richesses obtenues par le biais des ressources naturelles, car la réalité est telle que le marché est inéquitable. Le journal La Vérité rencontre FFKM entité politique, manque d'enthousiasme, mission de la SADC et un rapport à l'Union africaine avant son assemblée générale. Mais toujours dans l'élan économie, voyons ce qui se passe du côté d'un tyranne, le secteur informel à la loupe. Le taux d'emploi dans le secteur informel urbain est estimé à environ 70,8%, soit plus de 7 personnes sur 10, tous secteurs d'activité confondus. Et toujours de cet article du journal La Vérité, le secteur informel occupe une place importante dans le pays afin donc d'assurer un assainissement et contribuer au développement. L'Observatoire malgache de l'emploi et de la formation professionnelle continue et entrepreneuriale effectue donc des enquêtes sur le secteur informel dans la région Diana. Et ce, jusqu'au 19 mai. Et cette étude aura pour objectif ainsi donc de définir les conditions et caractéristiques du secteur informel, le poids de ce secteur dans l'économie, à travers le nombre d'emplois, les chiffres d'affaires, la production. L'enquête aussi permettra, nous dit le journal La Vérité, de définir les politiques et stratégies pouvant améliorer le secteur. Elle sera divisée en 3 phases, entre autres la phase de dénombrement, l'enquête auprès des ménages et l'enquête auprès des unités de production informelles. Dans sa conclusion, au journal La Vérité de nous partager que le secteur informel se généralisait des conditions d'activité, mais les véritables données sur ce secteur ne sont pas connues. Et les enquêtes menées requièrent du temps, du financement, des ressources humaines et pour l'instant, le secteur informel constitue un palliatif contre le chômage. Et on achève notre lecture de presse de ce jour, mardi 16 avril, avec Madagascar Matin, qui nous met à sa une adoubement de la loi par marque, nomination échappatoire autant que candidature piège. Mais, puisqu'on a parlé de région, voyons aussi du côté d'Alota, plus exactement la riziculture dans l'Alota, manque d'entretien des infrastructures, nous titre-t-on. Une baisse de la production du riz est à craindre pour la prochaine récolte, et ce dans la région d'Alota-Mangour. Le premier grenier à riz de l'île, telle est la prévision des agriculteurs dans cette région. Et cette baisse de la production n'est pas seulement liée à la baisse de la pluviométrie enregistrée au début de l'année, mais aussi d'autres difficultés auxquelles, d'ailleurs, les agriculteurs dans cette région font face en ce moment. Donc, comme il a été dit, le manque d'entretien du canal qui irrigue plus de 1000 hectares de rizières dans la région a entraîné l'obstruction de celui-ci en ce moment et du coup, l'irrigation des rizières pose problème. Et mis à part le manque d'entretien des infrastructures, le faible pouvoir d'achat des ruraux affecte également leurs activités, souligne le président de la collectivité des ruraux. Et puis, il faut faire savoir que, toujours de cette information de Madagascar Matin, les agriculteurs utilisent de moins en moins aussi d'engrais et cette situation est liée à l'élevage de zébus dans la région qui est menacée par l'insécurité ces derniers mois. Une grande partie des agriculteurs n'ont pourtant pas les moyens d'acheter d'engrais à 8 000 arrière le sac. La non-disponibilité des engrais auprès de 85% en chiffre des communes est une d'ailleurs des contraintes auxquelles le milieu rural doit faire face depuis des années, non seulement dans la Loche, mais dans presque toutes les régions de l'île. Et dans la région d'Aloche, nous illustre encore ici Madagascar Matin, seuls 15% des communes ont déclaré disposer régulièrement d'engrais minéraux. Et toujours en chiffres, il existe dans la région Alocha-Mangour environ 50 000 hectares de rizières et 10 000 hectares autres pour la culture sur Tanit, comme on a dit ici le Varin Tanit, et que chaque année la production de riz dans cette région peut atteindre les 150 000 tonnes. Et concernant les cultures pluviales, le climat irrégulier constitue une contrainte majeure pour tous les agriculteurs dans la Loche. C'est un des premiers facteurs de risque d'ailleurs évoqués par les paysans. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.